Nous allons maintenant découvrir comment, grâce au traitement automatique du langage naturel et grâce au Knowledge Graph, vous allez désormais pouvoir offrir des expériences de recherche exceptionnelles à vos clients pour un marketing digital responsable, moins de cookies, plus de réponses. On donne la parole tout de suite à Franck Negro, il est Managing Director Southern Europe de Yext, qui est notre partenaire, l'un des partenaires de cet événement Marketing Day. Bien, bonjour à tous, ravi d'être avec vous ce matin pour passer une vingtaine de minutes et voir ensemble en quoi une bonne expérience de recherche peut être considérée comme le socle du parcours client idéal. Je pense que nous serions tous d'accord pour dire que les moteurs de recherche, l'usage des moteurs de recherche est incroyablement important dans la vie quotidienne des personnes. Et raison de plus pour prendre un peu de recul et regarder ce qui change fondamentalement le search actuellement. Et on va voir dans une certaine mesure les pratiques marketing. Et je vais faire ça au travers de 3 questions. La première question, c'est la question de la pertinence de l'information à l'ère de l'intelligence artificielle. La deuxième question, c'est celle du respect de la vie privée et la mise en place d'un marketing, moi, ce que j'appelle un peu post-orwellien, en tous les cas avec un peu moins d'effets orwelliens. Et la troisième, c'est la captation de l'attention dans un environnement de overdose d'informations au quotidien. Donc je vais démarrer par la première question, c'est la question de la pertinence de l'information à l'âge de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, vous connaissez en fait l'IA pour classer des contenus. Donc vous allez dans Google, vous tapez une requête dans Google et vous obtenez une liste de résultats classés selon un ordre de pertinence qui est déterminé par l'algorithme de Google, lequel contient, nous le savons, de plus en plus d'intelligence artificielle pour résoudre le fameux problème de l'adéquation entre une question posée et un contenu restitué. Mais pourtant, si vous allez sur le site que je viens d'afficher en fait à l'écran, eh bien, la personne que vous voyez ici, Barry, en fait, elle n'existe pas. Son portrait a été généré par une intelligence artificielle et tous les articles du blog que vous voyez ici, en fait, ont été complètement générés par une intelligence artificielle. Alors peut-être certains d'entre vous ont-ils entendu parler cet été de GPT-3. GPT-3, c'est la 3e version d'une application informatique qui a été mise au point par une jeune start-up cofondée par Elon Musk qui s'appelle OpenAI. Et c'est précisément la version 2 qui a permis de créer le blog dont j'ai parlé à l'instant. Pour faire simple, GPT-3 en fait est une IA qui repose sur un immense réseau de neurones capable de générer des textes si bluffants, eh bien qu'un jeune étudiant en informatique de l'université de Berkeley l'a utilisé pour générer de faux articles de blog qui ont littéralement trompé des milliers et des milliers de personnes. Et en fait, certains des articles étaient si bien écrits que l'un d'eux a réussi à se classer premier dans un agrégateur d'informations qu'on appelle Hacker News. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'une seule personne a remis en cause l'authenticité de l'article et cette personne s'est vue attaquée par ses congénères pour son manque d'éclectisme en matière de style littéraire. Alors vous allez dire, mais pourquoi je parle de tout ça? Eh bien pour une raison très simple, c'est que nous sommes très proches d'un futur où la quantité d'informations sur le web va littéralement exploser. Elle double pour votre information déjà tous les 2 ans. Et que dans ce cadre, la pertinence et le niveau de véracité des informations qui sont délivrées par les applications web, et notamment par les moteurs de recherche, devient un enjeu absolument colossal pour les marques, dont naturellement tous les géants du numérique ont parfaitement conscience aujourd'hui. Et d'ailleurs, aujourd'hui, vous avez un concept qui est dans la tête de tous les référenceurs, tous les professionnels du SEO, qui est le concept d'EAT. Donc pour faire très simple, en fait, Google évalue et évaluera de plus en plus la pertinence des contenus en fonction de 3 critères, le critère de l'expertise, le critère de l'autorité et le critère de la fiabilité, le critère de la confiance. Mais on est en droit de se demander ce qu'il en est de ce concept d'EAT dans un contexte de production automatique de contenu par des IA, où la différence sera toujours de plus en plus difficile pour évaluer des contenus qui auraient été créés par des intelligences artificielles et des humains, et où d'ailleurs les algorithmes des moteurs de recherche, qui sont eux-mêmes créés par d'autres algorithmes la plupart du temps, sont incapables de faire cette différence, et ils sont encore moins capables de faire la différence entre une information vraie et une information qui serait fausse. Donc vous le voyez, l'intelligence artificielle est au cœur de l'évolution du search, et le deuxième effet de cette permanence de l'intelligence artificielle, c'est la façon dont l'intelligence artificielle aujourd'hui
influencent nos comportements de recherche. Grâce notamment, comme on l'a dit précédemment, aux avancées qui ont été réalisées dans le domaine du traitement automatique du langage naturel pour la compréhension de ce qu'on appelle des requêtes de type conversationnel, eh bien, vos consommateurs attendent de vous non seulement des réponses qui font autorité, mais aussi des réponses qui soient en parfaite adéquation avec leur intention de recherche. Et enfin, ce qu'on remarque, c'est que l'intelligence artificielle est en train aussi de changer la longue traîne. Et oui, si nous sommes en capacité de donner toujours plus d'informations aux moteurs de recherche, eh ben, l'espace sémantique de domaine d'activité donné, c'est-à-dire toutes les questions qu'on pourra poser, par exemple sur la mode, sur le retail, sur la banque, sur l'assurance, eh ben, va croître de façon exponentielle et les moteurs de recherche seront en capacité de répondre toujours plus précisément aux questions que nous allons leur poser. Donc, 3 choses à retenir de cette première partie. La première, c'est que l'IA, eh bien, c'est pas seulement classer des contenus, mais c'est aussi générer des contenus, ce qui va participer de la croissance exponentielle des contenus disponibles sur le web. La deuxième chose, c'est que l'IA est littéralement en train de informer nos comportements de recherche. Nous posons maintenant des questions en langage naturel plutôt que de taper des mots-clés. Et enfin, troisième chose très importante, l'IA est en train de changer la longue tail, ce qui va produire une croissance exponentielle de l'espace sémantique de chacune des marques, et que dans un tel contexte, il va devenir de plus en plus important de fournir aux algorithmes des moteurs de recherche des données de plus en plus structurées, riches sémantiquement, ce qu'on appelle des métadonnées de type schema.org, pour permettre à leurs algorithmes de crawler facilement et de comprendre les contenus dans des pages web et de pouvoir répondre aux questions de plus en plus complexes que des consommateurs vont se poser tout au long d'un parcours d'achat. Deuxième grand problème, c'est tout ce qui concerne en fait la protection de la vie privée avec l'émergence progressive d'un marketing avec un peu moins d'effet orwellien. Alors, regardez cette frise, vous allez voir, je vais vous montrer 2 ou 3 frises assez intéressantes pendant cette présentation. C'est ni plus ni moins que la croissance des dépenses publicitaires liées aux cookies aux États-Unis sur les 10-20 dernières années. Donc vous voyez, on est passé de 50 milliards à pratiquement 300 milliards de dollars. Alors, naturellement, si j'avais pris la France ou l'Europe, nous aurions certainement des valeurs absolues différentes, mais la courbe serait exactement la même et c'est ce qu'il faut regarder ici. Je vais maintenant superposer une autre information, c'est le nombre de lois sur la protection des données personnelles qui ont été votées sur ces 40 dernières années, donc pratiquement sur la même période. Donc vous voyez, on est passé de 9. Rappelez-vous, 1979, c'était la loi informatique et liberté, c'était la naissance de la CNIL, là pratiquement 134 dispositions législatives qui visent précisément à protéger la vie privée des personnes. Et si vous aviez encore un doute sur l'importance de cette thématique, eh bien je rappelle l'invalidation cet été par la Cour de justice de l'Union européenne du Privacy Shield. Et le Privacy Shield, c'était ni plus ni moins qu'un accord qui encadrait le transfert de données personnelles de l'Union européenne vers les États-Unis. Alors vous allez dire, mais pourquoi il parle de tout ça? Eh bien pour une raison très très simple, c'est que nous voyons une véritable corrélation entre les taux de rebond qu'on enregistre sur la majorité des sites web aujourd'hui, qui est d'environ en moyenne de 50 à 60%, et l'usage des cookies tiers. Alors je m'explique. Prenons par exemple un parcours client type. Une personne donc arrive sur Google, tape une question sur Google, pour se rendre par exemple sur votre site web. Alors peut-être va-t-elle trouver l'information qu'elle recherche. Et la vérité, c'est que dans la grande majorité des cas, en fait, elle retourne sur Google pour poser exactement la même question ou voir une question légèrement différente, tout simplement parce qu'elle n'a pas trouvé l'information qu'elle recherchait. Alors, que faites-vous et que font la majorité des marques? Eh bien, elles envoient leurs millions de données personnelles sous la forme de cookies tiers à des plateformes d'achat média pour essayer de faire quoi finalement? Eh bien, essayer de faire revenir les personnes sur leur site web. Voilà comment, en gros, les directions marketing ont présenté leur stratégie data sur ces dernières années quand ils allaient voir leur conseil d'administration. Mais la vérité, c'est que ça ressemble plutôt à ça. La vérité, c'est que les entreprises, sur ces dernières années, eh bien, elles ont stocké tellement de données inutiles et mis en place des infrastructures tellement complexes. Et pour aboutir à quoi, finalement? Pour aboutir au fait que, à la suite de Firefox, à la suite d'Apple, eh bien, Google a décidé de supprimer ses cookies tiers à horizon 2022 dans Chrome. Donc, qu'est-ce que j'essaye en fait de dire là? Eh bien, j'essaye de dire que vous seriez bien plus inspiré d'analyser exactement ce que vous demandent vos clients tout au long d'un parcours client
et de construire sur cette base une stratégie de contenu qui vous permette de répondre à toutes les questions qu'ils sont susceptibles de se poser, et notamment lorsqu'ils se trouvent sur votre site web. Donc en d'autres termes, arrêtez de stocker des données inutilement et arrêtez de jouer au gros chat. Et donc, sur ces 20 dernières années, le saint Graal du marketing, ça a été délivrer le bon message à la bonne personne au bon moment. Eh bien, en fait, ça s'est avéré complètement contre-productif avec le temps, tout simplement parce qu'on se rend compte que les gens n'aiment pas être traqués en permanence sur le web quand ils naviguent sur différentes pages. En gros, délivrer le bon message à la bonne personne et au bon moment, eh bien, cela ne peut pas se faire au détriment des personnes. Surtout que délivrer le bon message à la bonne personne au bon moment, aujourd'hui, ça peut se faire sans être obligé de traquer perpétuellement les personnes sur le web. Regardez cette requête. Imaginez que je pose à un moteur de recherche cette requête, donc hôtel à Milan avec une salle de gym et qui accepte les animaux de compagnie. Eh bien, vous avez ici en fait toutes les informations que vous avez besoin, plus mon intention de recherche. Pas besoin de me traquer pendant 6 mois pour obtenir ces informations. Vous savez en gros que j'aime le sport, vous savez que j'ai un animal de compagnie et vous savez que j'ai l'intention de me rendre à Milan pour passer un séjour. Et toutes ces informations sont directement dans la requête. Et vous comprendrez donc que, suite à tous ces changements, eh bien, le Gartner a annoncé, je crois que c'était en décembre 2019, que 80% des professionnels du marketing allaient abandonner leur effort en personnalisation à horizon 2025. Alors, je sais, le Gartner disait exactement le contraire il y a certainement 2 ans ou 3 ans. Mais ce qui est important de retenir ici, c'est plutôt l'anticipation de la suppression progressive des cookies tiers et l'émergence finalement d'un marketing peut-être un peu plus éthique, qui ne reposerait pas simplement sur la collecte massive de données personnelles et la disruption permanente du parcours client. Et donc j'ai le regret de vous annoncer que vous allez certainement devoir revoir la façon dont vous dépensez votre budget marketing. Et vous allez même certainement devoir reconsidérer dans une certaine mesure un certain nombre de schémas de pensée qui sont au fondement de vos actions marketing, comme les fameux tunnels de conversion ou la fameuse notion de persona. Alors je m'explique encore une fois par un schéma. Regardez, c'est en gros ce que vous avez à l'esprit lorsque vous essayez de vous représenter visuellement un parcours d'achat. Vous le modélisez sous la forme d'un parcours client avec à gauche une personne qu'il s'agit d'amener via une série d'opérations, via une série d'actions à droite, précisément à la conversion. Et sur ces dernières années, en plus, nous avons tous été éduqués à une vision du marketing basée sur ce que moi j'appellerais des entités fictives qu'on appelle des personas. En d'autres termes, nous imaginons, sur la base de modèles simplifiés de la réalité, le parcours linéaire que devraient prendre des consommateurs types et les contenus qu'ils devraient consommer à chacune des étapes de leur parcours d'achat. Le problème, c'est que ces modèles simplifiés, qui sont utiles dans une certaine mesure et qui, pour la plupart du temps, datent de plus d'1 siècle, qui sont issus de la publicité ou de la vente, ne représentent pas la réalité de façon adéquate. La réalité, c'est que vous n'avez pas 2 parcours clients identiques aujourd'hui sur le web. La réalité, c'est que ces parcours ne sont pas linéaires, tout simplement parce que le web est structuré de telle sorte que vos consommateurs peuvent prendre une infinité de chemins différents pour arriver exactement au même résultat, que les informations qu'ils ont à leur disposition sont quasi illimitées et qu'elles sont disponibles sur des dizaines de ressources différentes. Et c'est précisément parce que vos consommateurs peuvent à tout moment sortir de votre univers de marque, que vous utilisez des cookies tiers pour les ramener en quelque sorte de force dans le tunnel de conversion fictif que vous avez finalement construit. Et c'est précisément cet espace complexe qui est situé en gros entre l'émergence d'un besoin, une décision d'achat, que Google appelle dans un livre blanc qui vient d'être publié et que je vous conseille tous de lire, qui s'appelle The Messy Middle, c'est-à-dire le milieu désordonné. Et toutes les actions réalisées dans cet espace complexe par vos consommateurs oscillent en gros entre 2 catégories de recherche. La première, ce sont des recherches de type exploratoire, où il s'agit en gros de collecter des informations précises et objectives sur des produits ou des services que vous vendez.
Et le deuxième type de recherche repose plutôt sur le fait d'évaluer les informations collectées pendant la phase d'exploration pour précisément pouvoir prendre une décision d'achat. Et tout l'objectif précisément pour les marques aujourd'hui, eh bien, ce n'est pas d'essayer de forcer les gens à sortir de ces boucles d'exploration, d'évaluation qui sont représentées par le modèle, eh bien, tout simplement de fournir les informations et les éléments de réassurance dont vos consommateurs ont besoin pour pouvoir prendre des décisions d'achat. Et comment on arrive à faire ça? Eh bien, tout simplement en répondant à toutes les questions susceptibles d'être posées par vos consommateurs, partout où ils sont susceptibles de les poser, et en réduisant au maximum ces boucles d'exploration, d'évaluation pour éviter que des clients soient exposés à des marques concurrentes. Donc, je terminerai par 3 choses sur ce deuxième point. La première chose, eh bien, vous êtes bien plus à même de rencontrer vos clients en leur fournissant des expériences de recherche exceptionnelles, sans avoir à les traquer en permanence sur le web. Le deuxième point, c'est que, à l'ère post-cookies, vous allez devoir trouver d'autres moyens pour conserver les personnes sur votre site web et éviter qu'ils retournent sur Google. Nous pensons personnellement que fournir une expérience de recherche exceptionnelle sur le site Internet est un moyen d'y parvenir. Et enfin, la troisième chose, eh bien, les knowledge graphs, qui sont des formes de structuration de données, associées aux technologies de NLP, donc de Natural Language Processing, donc pour comprendre les requêtes émises en langage naturel, eh bien, sont les meilleures technologies pour répondre à toutes les questions possibles et inimaginables que vos consommateurs sont susceptibles de se poser, sur Google, bien sûr, ou sur Bing, sur un moteur de recherche externe, mais surtout lorsqu'ils se trouvent sur votre propre site web. Ce qui m'amène à mon dernier point, dernière question, c'est toute la question de la captation de l'attention dans un environnement de surcharge d'informations. Alors, regardez cette frise, c'est le nombre de sites web qui ont été créés sur ces 20 dernières années. Vous voyez, on est passé quasiment de 17 millions de sites web à 1,8 milliard de sites web aujourd'hui. Ce chiffre continue à augmenter, c'est absolument hallucinant. Et je vais maintenant croiser une autre information, c'est les changements qui ont été opérés dans les SERP de Google, dans les pages de résultats de Google, pour traiter ce qu'un sociologue qui s'appelle Dominique Cardon, que j'aime beaucoup, appelle le paradoxe du big data. Et en fait, on peut remarquer 3 choses essentielles. La première, c'est l'évolution du moteur de recherche vers des moteurs de réponse. En gros, le fait de renvoyer toujours plus de réponses structurées dans la page de résultats du moteur, plutôt que des liens bleus à cliquer pour se rendre sur des sites Internet tierces. Deuxième grand changement, c'est au niveau des interfaces elles-mêmes, avec l'introduction dès le 2008 qu'on appelle l'autocomplétion. En gros, dans l'esprit de Google, l'autocomplétion, c'était tout simplement de permettre à des personnes de poser des questions toujours plus rapidement et toujours plus facilement. Eh bien, la voix dont tout le monde parle aujourd'hui, qui était une nouvelle interface submachine, c'est ça, mais en fait sous stéroïdes. Et le troisième point qui est apparu, très intéressant, au fur et à mesure où Google évoluait de plus en plus vers un moteur de réponse, eh bien, c'est ce qu'on appelle des People Also Ask. Ces People Also Ask apparaissent pratiquement sur 8 à 9 requêtes sur 10 aujourd'hui. Et que se passe-t-il quand vous cliquez sur la question? Vous obtenez une réponse et Google rajoute 2 ou 3 réponses supplémentaires et ainsi de suite jusqu'à l'infini. Toutes ces questions sont dynamiques, elles sont reliées les unes par rapport aux autres, comme si Google souhaitait absolument, premièrement, vous conserver dans son écosystème, et deuxièmement, répondre à toutes les questions que vous aviez sur un domaine d'activité donné, plutôt qu'avoir à régénérer une page avec des liens bleus pour vous rediriger sur des sites Internet tierces. Et à votre avis, eh bien, pourquoi Google investit tant en intelligence artificielle? Pourquoi Google change tant sa page de résultats? Et pourquoi Google construit depuis 2012 maintenant son Knowledge Graph? Eh bien, pour une raison très simple, qui relève du bon sens, eh bien, tout simplement parce que nous sommes noyés sous les contenus et que, en gros, l'attention est de plus en plus sollicitée. Et pour illustrer encore ce que je viens de dire, je vais terminer par un slide. Regardez, vous avez à droite le nombre de pages qui sont disponibles sur le site de Nike, et vous avez donc sur votre gauche, je crois, eh bien, le nombre de pages qui parlent de Nike sur des sites Internet tiers, c'est-à-dire des pages qui ne sont pas contrôlées par Nike. Eh bien, à raison d'1 seconde par page, il vous faudrait en gros 15 jours pour lire toutes les pages sur le site de Nike, mais il vous faudrait une 60aine d'années pour lire les pages qui parlent de Nike, qui ne sont pas contrôlées par Nike et qui sont disponibles sur des sites tiers.
Et qu'est-ce que cela veut dire aussi, sachant que ce ratio est pratiquement similaire sur la majorité des marques internationales? Eh bien que la source d'autorité des informations disponibles sur le web, et rappelez-vous le concept de AT en introduction, devient un enjeu crucial pour les marques aujourd'hui qu'il faut absolument prendre en compte. Ce qui me permet de terminer par 3 éléments essentiels qui sont une sorte de résumé. La première, vos consommateurs sont littéralement noyés sous les informations, leur attention est sans arrêt sollicitée. La deuxième, c'est que la quantité d'informations qui ne sont pas contrôlées par les marques augmente aujourd'hui de façon exponentielle. Or, ce qu'attendent de vous les moteurs de recherche et surtout vos clients, ce sont des informations qui font autorité. Et donc, il est possible d'envisager, selon nous, une autre étape dans l'histoire du web, ou de l'histoire des moteurs de recherche même, qui consisterait en une forme de décentralisation, qui a déjà d'ailleurs démarré, où les questions ne seraient pas seulement posées à Google, mais où les marques seraient en capacité de fournir à leurs clients des expériences de recherche exceptionnelles sans avoir besoin de les traquer en permanence sur le web. Et mon dernier point, donc, c'est vos clients attendent de vous que vous soyez tout simplement en capacité de répondre à toutes les questions qu'ils se posent lorsqu'ils se trouvent sur Google, mais surtout lorsqu'ils se trouvent sur votre propre site web. Merci de m'avoir écouté et bonne journée. Merci beaucoup Franck. Sachez d'ailleurs que Yext vient tout juste de sortir un moteur de recherche pour les sites web des marques, Yext Answers. Profitez de 3 mois offerts en exclusivité en cliquant sur le lien qui s'affiche maintenant sur le chat. Merci beaucoup Franck d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie.